Bien, bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes venus nombreux pour cette nouvelle rencontre internationale sur les Indes fourbes, avec les auteurs qui sont avec nous, Alain Hérol et Juanjo Gardino. Ça ne m'étonne pas que vous soyez nombreux dans la salle, parce que les Indes fourbes, ça a été un des albums remarquables et remarqués de l'année 2019, qui a déjà reçu quelques prix. J'ai vu que très récemment, il y a le prix des libraires de bande dessinée, voilà, les Indes fourbes ont été lauréats. On en parlait tout de suite, là, vous avez fait beaucoup de rencontres comme ça sur les Indes fourbes, parce que ça a un succès et les gens sont demandeurs. On va en faire une de plus. Je vais essayer de poser des questions un peu originales, je ne sais pas. On va voir, vous allez me dire ça. Et on va peut-être commencer en disant que les Indes fourbes, c'est un one-shot, mais en fait, c'est une seconde partie, finalement. Et d'ailleurs, c'est annoncé clairement dans la page de titre. C'est je ne sais pas si on voit bien, oui, inspiré de la première telle qu'on s'entend la narra, Don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas. Donc, c'est une suite d'un roman picaresque espagnol d'un auteur inconnu en France, mais très connu en Espagne. Nous, on connaît beaucoup Cervantes et Don Quichotte, prononcé à la française. Et alors, Juanjo, parlez-nous de El Buscón, parce qu'en fait, c'est vous qui avez un peu insufflé le mouvement pour créer cette histoire comme une suite de El Buscón. Oui, mais bon, déjà bonjour à tous, merci d'être venus. C'est moi qui a apporté l'idée, mais l'idée ne serait pas venue si on n'avait pas eu la conversation qu'on a eue. C'est venu tout seul. C'est venu tout seul, et c'est pour ça que moi je dis, on l'a trouvé à deux, vraiment l'idée. On l'a trouvé à deux en discutant, allant de fil en aiguille. On a développé des idées, et tout. On passait d'une idée sur l'autre, et on est passé par l'idée de Don Quichotte, d'une aventure éventuelle de Don Quichotte dans les Indes, aux Amériques, et voilà. Et de là, on est passé à El Buscón, à ce personnage qui est clé, un personnage clé de la littérature picaresque. Et Quevedo, effectivement, il est aussi grand que Cervantes pour les lettres espagnoles et pour ce siècle d'or. Et ça ne vous aura pas échappé qu'on s'est bien gardé de surtitrer les Indes fourbes. La seconde partie de l'histoire de la vie, c'est une seconde partie, voilà, une seconde partie imaginée sur la base de l'histoire qui nous a inspirés. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on avait commencé à travailler sur l'histoire, moi j'avais déjà écrit une bonne partie du scénario. Et je me suis rendu compte avec effroi qu'il existait déjà une seconde partie, non pas écrite par Quevedo. Oui, c'est ça, parce qu'il n'a pas eu le temps d'écrire. Non, il n'a pas eu le temps de l'écrire, en tout cas il n'a pas fait de son vivant. Par contre, le traducteur français du Buscón au XVIIIe siècle, Rétif de la Bretonne, qui est aussi un écrivain français de l'époque, avait fait la suite. Et quand j'ai vu ça, j'ai essayé d'en savoir plus. Alors le bouquin est quasiment introuvable. Par contre, j'ai pu constater que, heureusement, il traversait le Mexique, mais il partait tout de suite, Pablos partait pour les Philippines à bord des galions de Manille et les galions du Pacifique, et donc il n'allait pas au Pérou, donc ça, il n'y avait pas doublon. Il n'y a pas redondance, ouais, dans l'histoire. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir dans la salle qui n'a pas lu les Indes fourbes. Ah, quand même. Ah ouais, vous êtes nombreux. Donc vous avez tort. Je peux vous le dire maintenant. Vous spoiler trop. On va faire très attention à ce qu'on raconte. Donc voilà, on ne va pas tout spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses spoilables dans cette histoire. Mais donc, comme il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas lu l'album, peut-être qu'on peut raconter rapidement El Buscón, parce que en fait, les Indes fourbes commencent à la fin de El Buscón. Donc, qu'est-ce qui se passe dans El Buscón, grossièrement? C'est l'histoire de la vie de Pablos, sa rencontre depuis son enfance, sa jeunesse comme valet de Don Diego, comment il s'appelle déjà, Diego Coronel. Et après, du coup, c'est un débrouillard, donc il commence à faire des petites magouilles. Bon, il y a déjà des aventures dans la résidence où il est étudiant.
Et par la suite, voilà, il commence à être un peu vagabond et aller de Madrid à Ségovie et puis essayer les différents métiers. Il essaye beaucoup de choses, et notamment il est comédien à un moment donné. D'autres fois, il traîne avec d'autres gens, notamment des hidalgos sans le sou qui du coup ont une vie un peu particulière, un peu très rigolote. Tout est très truculent et intéressant à chaque fois. C'est hilarant, hein. Franchement, c'est un de mes bouquins préférés, mais c'est une merveille d'humour noir décalé et grotesque. Ce qu'en Espagne on a appelé plus tard dans le 19e siècle l'esperpento, quelque chose de foncièrement grotesque et qui nous appartient beaucoup aux Espagnols, quoi, à la culture espagnole. Et tout ça dans un style qui est baroque, qui est un style du XVIIe siècle, qui est baroque et qui est précieux, avec des tournures de phrases complexes et un langage très soutenu, et à la fois de temps en temps des dérapages un peu vulgaires ou scatologiques ou de l'humour assez trash, finalement. C'est assez étonnant. Et alors dans El Buscón, à la fin, Pablos, est-ce qu'il déjà il s'embarque pour le Nouveau Monde? Pas encore. Il a le projet de s'embarquer. Il a le projet. Il a un petit peu grillé, il a sévi, il a un petit peu grillé suite à ses nombreux méfaits, et il embarque avec sa petite amie qui est une prostituée, qu'on va retrouver dans les premières pages, et il part pour le Nouveau Monde pour tenter de refaire sa vie et de voir si sa situation s'améliorera, selon les mots de Quevedo, en changeant de monde et de pays. Mais, comme on dit en espagnol, fue peor. Me fue peor. No mejora su condición el hombre que muda de lugar y no de vida y costumbre. L'homme qui ne change que de lieu et non de mœurs n'améliorera jamais sa condition. C'est la morale du premier ouvrage, enfin du premier ouvrage. Là, je fais de la récupération quand même du roman de Quevedo. Et dans notre album, cette morale va être un petit peu mise à mal peut-être, hein, puisqu'il va changer effectivement de mœurs, notre Pablos, mais j'ai bien peur que ce soit en pire. Donc qu'on soit bien d'accord avec le public, les Indes dont on parle ne sont pas les Indes orientales, l'Inde actuelle, c'est les Indes occidentales. C'est la première fourberie du livre. Voilà, ça commence par le titre. On croit que, eh ben non, c'est les Indes occidentales, donc c'est le Nouveau Monde, c'est le pays des conquistadors espagnols. Et donc, effectivement, Pablos, qu'on voit donc sur la couverture, c'est lui, part pour le Nouveau Monde en espérant faire fortune. Et les deux fil rouge de l'album, c'est faire fortune et changer de condition sociale, s'élever. Ça va de pair. Hein. S'élever dans le. À l'époque, ça allait de pair forcément. Et effectivement, ça se vérifie dans l'album. Vous avez commencé à penser à une adaptation de Don Quichotte, et très rapidement vous avez mis ça de côté parce que Don Quichotte c'était quand même trop iconique. Oui, moi j'étais très, très fier de ma trouvaille. J'avais une idée que j'avais eue lors d'un voyage en Amérique du Sud où la personne chez qui je logeais avait peint un Don Quichotte, et ce Don Quichotte sud-américain m'avait fait imaginer les suites des aventures du chevalier la triste figure au milieu de l'altiplano et de la forêt vierge. Et je m'étais dit qu'il y avait quelque chose de vraiment très savoureux. Épouvanter les troupeaux de lamas. Épouvanter les troupeaux de lamas en lieu et place des moutons, et à combattre je ne sais quoi à la place des moulins. Mais j'ai proposé à Juanro, et immédiatement il a refusé tout net. Parce que ça aurait été faire outrage à Cervantes, qui expressément a laissé bien clair sa volonté de couper l'herbe sous le pied de tous les faussaires et filous qui s'étaient fait beaucoup d'argent sur le dos de Don Quichotte et de Cervantes en créant des apocryphes qui ont surgi après le succès phénoménal de la première partie de Don Quichotte. Et du coup, c'est exactement ce que nous, pendant une brève seconde, on a considéré de faire. Mais voilà, et Cervantes, il avait tué le personnage de Don Quichotte à la fin de la deuxième partie. Et bon, la volonté de l'auteur étant de pas voir son œuvre, réutilisée au profit de filous de notre espèce. Je crois que Cervantes avait précisé en plus dans la préface, surtout pas en BD. Ouais, c'était vraiment un malin.
Donc d'accord, donc Quichotte, on oublie. Alors Alain, vous avez lu donc Juan Gros vous a fait connaître le roman El Buscón. Vous avez lu le roman évidemment, et ça vous a plu tout de suite. J'ai dévoré, et puis c'était évidemment un roman picaresque, truculent et plein de fourmillant de personnages hauts en couleur avec des péripéties, des mésaventures, et je me suis dit bon là, ouais, ce personnage de vaurien très débrouillard et à la fois candide et rusé. Il y a vraiment quelque chose de très chouette à faire en l'envoyant au Nouveau Monde. Et puis picaresque plus Nouveau Monde, moi j'ai tout de suite entendu certains airs d'harmonica d'Ennio Morricone, et j'ai vu tout de suite le potentiel que ça pouvait avoir, et j'ai dit à Juanro, allons-y, on fonce quoi. Mais bon, donc Quichotte est quand même jamais très loin, hein, parce qu'on voit certaines images comme ça où il y a des évocations. Il y a quelque chose. Évidemment. Il y a quelque chose. De toute façon, le roman picaresque. Son ombre plane sur le bouquin. Vous allez peut-être que les ayants droit de Cervantes. Donc on va suivre les aventures de Pablos dans le Nouveau Monde. Je mets rapidement deux couvertures de séries qui vous ont fait connaître, Alain Hérol, Garulfo et De Capet de Croo, parce que en fait, dans ces séries-là, il y a quand même souvent des personnages principaux qui ont la langue bien pendue, qui jouent un peu leur vie comme des comédiens. Et alors là, Pablos, on est dedans à fond la caisse. Là, on voit une petite séquence où il joue vraiment quelque chose, mais c'est un type de personnage, un archétype qui vous plaît, visiblement. Oui, j'aime bien. C'est très amusant à mettre en scène, et je pense très amusant aussi à dessiner. Et c'est un personnage qui est toujours plein de ressources et qui va trouver des solutions inattendues à ses problèmes à chaque fois. Et c'est un personnage qui est dans un monde très violent, très, très dur, très violent, où on tire une épée pour un rien, où on peut se faire embrocher pour un rien. Mais lui n'est pas contrairement au héros de Capet de Croo, n'est pas un bretteur. Et l'autre différence qu'il a avec les héros de Capet de Croo, par exemple, même s'il vit dans le même siècle, c'est que c'est non seulement pas un bretteur, mais ce n'est pas un héros avec du panache et le sens de l'honneur, loin de là. Spoiler. Bon, ça spoile pas trop. C'est annoncé assez vite que c'est une fripouille. Oui. On comprend assez rapidement dès les premières pages. Rien d'autobiographique dans des personnages à la langue bien pendue qui jouent leur vie. Il y a le récit picaresque, ça prend toujours la forme d'une autobiographie. C'est un récit à la première personne d'un gueux qui raconte sa vie. C'est vraiment la forme générale de tous les romans picaresques. Et quelque part, en commençant à écrire le scénario, puis au fur et à mesure de la réalisation du livre, il y a quelque chose d'évident, il y a quelque chose qui s'est imposé de plus en plus comme une évidence, c'est que c'est devenu l'histoire d'un type qui raconte une histoire. Et donc du coup, c'est l'histoire d'un narrateur, l'histoire d'un conteur. Et peut-être, c'était José Luis Munuera qui le premier nous avait fait la réflexion, c'est aussi, entre autres, c'est un récit d'aventure, c'est un récit picaresque, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi peut-être une réflexion, une modeste réflexion sur l'art du conteur et l'art du narrateur et l'art de l'auteur. Alors donc on va suivre les aventures de Pablos dans le Nouveau Monde. Il va aller jusqu'au Pérou. Et donc on va suivre effectivement, comme vous dites, les récits qu'il en fait, et la pierre angulaire du récit quand même, c'est l'Eldorado. Il est attiré par ce pays de cocagne. Non, dans l'autre sens. Voilà, là on voit une carte de l'Eldorado qui indique où est l'Eldorado. On est quand même un siècle après les premiers conquistadors. Il y a toujours ce mythe de trouver les cités d'or. Oui, ça a traîné longtemps dans l'imaginaire sud-américain. La forêt est immense, la forêt vierge est immense, il y avait plein d'étendues inexplorées, et donc ce mythe de cité d'or a continué à courir longtemps. Et effectivement, oui, on est presque 100 ans après la conquête. Et les rêves des conquistadors sont encore là. Oui, donc aller dans le Nouveau Monde, c'est aussi faire fortune, enfin avoir l'espoir de faire fortune. Oui, c'est ce rêve de fortune, de changer de vie, de recommencer à zéro et de faire fortune au Nouveau Monde qui a animé tellement de migrants vers le Nouveau Monde, mais qui se cristallise dans cette idée d'Eldorado, qui est de pays où l'or coule à flot. L'or coule à flot, effectivement. Là, on voit l'expédition qui arrive. Alors, j'ai pas tout mis parce que il faut laisser la surprise aussi, mais on voit que ce pays, voilà, l'eau, c'est de l'or, et
Même les animaux, les déjections des même animaux. Le guano de perroquet est en or. Ouais. Et donc ça, la documentation, vous avez été sur place pour voir... Alors, pour ce qui est du guano de perroquet, on est allé sur place, moi c'était avant, et Juanjo, juste avant de s'attaquer au dessin, a fait un séjour au Pérou qui lui a permis de s'imprégner de toute cette atmosphère. Je pense pas, sauf si je me trompe, que tu as vu de perroquets qui chient de l'or. Non, mais j'ai vu des perroquets qui avaient des rapports très curieux avec les personnes et les touristes et les gens installés dans les lodges où on séjournait pour visiter, pour faire des randonnées en pleine jungle. C'était très intéressant. Et voilà, à un moment donné, il y avait deux perroquets, mais deux haras, et comme là, un bleu et un rouge, qui, du coup, en marchant, pas en volant, en marchant, se posent sur les marches de la porte arrière de la cuisine. Et ils rentrent dedans, je les vois, je dis, mais ils vont où? Et j'entends une voix dedans qui dit, qu'est-ce que vous foutez là? Allez dehors, espèce de petit filou. Et les deux qui sortent. Bon, d'accord, on aura essayé. Ils ont essayé de chipper quelque chose à manger, et puis ils sont rentrés. On s'est fait avoir, allez hop, on tentera plus tard. C'était super drôle. Et le fait d'aller sur place, qu'est-ce que ça vous a apporté en plus par rapport à une documentation qu'on peut faire aussi sur Internet? Tout. Ça vous apporte tout. Ça vous apporte vraiment c'est la seule possibilité, du moins pour moi, mais je pense que pour la plupart des dessinateurs, sauf s'il y a des surdoués qui arrivent à se transporter mentalement aux endroits, mais je pense que ça nous apporte... moi, ça m'a apporté, en tout cas, la seule voie, la seule possibilité de mettre le lecteur en vraie immersion dans des ambiances qu'il ne connaît pas. Parce que les références que vous pouvez avoir sur Internet ou même sur des beaux bouquins avec des photos fantastiques, jamais ça va égaler le sens de l'espace, dans ce cas-là, la pression de l'air. On parle beaucoup de la lumière. La lumière apparaît partout. On me disait, ouais, la lumière de la Louisiane, c'est la même lumière que celle de Paris. Il y en a plus. Il y en a plus souvent, mais c'est la lumière. Après, il y a les couleurs. Il y a les couleurs du ciel. En altitude, la couleur du ciel est beaucoup plus bleue, plus surprenante. L'ambiance dans la jungle, la pesanteur de l'atmosphère, des insectes, des moustiques, de l'humidité. Par moment, vous êtes à 100% d'humidité et voilà, il y a 40 degrés et à l'ombre. Voilà, mais tout ça, je pense qu'il faut le voir, faut le vivre, faut acquérir l'expérience sensorielle pour pouvoir la transmettre au mieux avec vos dessins plus tard. Et en tant que scénariste, qu'est-ce que ça vous a apporté d'aller sur place? C'est une mine d'idées aussi de voir des choses, tous ces petits détails qui donnent de la véracité à un récit, des choses qu'on ne peut pas imaginer si on les a pas vues réellement, et toute une ambiance, toute une atmosphère aussi, et un matériau réel, tiré du réel, parce qu'évidemment pour ce type de BD, j'ai dû me documenter beaucoup, lire beaucoup de textes historiques ou autres, mais je me suis aussi inspiré du réel, et notamment de ce que j'avais pu voir, de mes souvenirs de voyage en Amérique latine. Alors peut-être qu'on peut rester un peu sur la documentation, effectivement. Je ne sais plus où j'avais mis un... Oui, ça peut être cette planche-là. Il y a quand même une documentation énorme, décors, costumes, sans parler de l'immersion dans un imaginaire de l'époque. J'imagine qu'il y a eu, comme vous dites, des lectures... Immersion, c'est vraiment le maître mot. C'est-à-dire quand vous voulez dès le début faire un récit où le lecteur va plonger, va s'évader, va partir ailleurs, dans un ailleurs géographique et temporel. Et pour ça, il fallait que même si c'est une fiction, et même si c'est une fiction, on raconte beaucoup de choses abracadabrantes, il y ait quand même des accents de vérité à ce récit. Et Ron Rose, notamment, c'est beaucoup documenté pour le visuel. Il le fallait forcément, et les sources sont grandes, mais limitées, surtout par certains moments, par certains aspects. Là, c'est le palais je crois que ça s'appelait les palais des rois, c'était le palais du vice-roi,
qui est ce personnage-là, qui était le vrai vice-roi, qui était le comte de Chinchon, le vice-roi du Pérou dans les années 1630. Et voilà, mais après, on trouve un meuble français. On trouve une fraise qui était peut-être plus déjà... Il n'était pas de rigueur dans la cour d'Espagne, mais peut-être qu'aux Indes, ils continuaient de se faire un peu plaisir. Ils importaient leurs produits textiles de l'Europe et de Flandre, la dentelle, les fraises. Le palais, effectivement, pour trouver des références, il n'y a que quelques gravures et il n'était pas beau. Pour les bateaux, quand vous avez des photos des reconstructions, vous ne savez jamais qu'est-ce qui est, jusqu'à quel point est l'aspect, la déco, cet aspect baroque des galions est artificiel ou est un peu inventé, sauf que quand vous allez dans les peintures d'époque et vous voyez comment il était fastueux, les navires, voilà, vous vous dites, ah oui, effectivement, on peut se faire plaisir. Et c'est un bon exemple, là, vous avez les bateaux, des tenues, et puis même les outils, le fait que on a évidemment, au début, dans mon crayonné, il met sa lettre dans une enveloppe. Les enveloppes ont été inventées aux États-Unis, je crois que c'est au milieu du siècle, du XXe siècle, je crois que c'était années 40, non? Le mot plié. Toujours le mot est plié, et quand il y a un timbre, enfin, ou un tampon, un seau, on le pose sur le papier même. Il y avait des façons particulières de le plier. J'ai trouvé un document où on voyait comment on le pliait, donc j'ai essayé de le représenter comme ça. C'était très amusant en même temps. C'était laborieux, mais j'imagine. Divertissant. Effectivement, on ne se rend pas bien compte. Là, voilà, c'est un peu la vie quotidienne à l'époque. Donc, à la lecture, ça passe très bien. Mais on ne se rend pas bien compte du travail du dessinateur pour recréer ce quotidien dans le moindre détail, que ce soit les fenêtres derrière le bureau, le nombre de carreaux aux fenêtres à cette époque-là. Enfin, on peut tomber dans le moindre détail. Et puis vous avez aussi, dans la troisième case, ce geste particulier. Je ne sais pas si les lecteurs ont compris, mais M. Héran va vous l'expliquer. Donc il saupoudre de sel son encre pour que l'encre sèche plus vite. C'est le genre de petits rituels d'écriture qu'il y avait à l'époque. Mais c'est ce genre de petits détails qui vont faire vrai et qui vont faire qu'on croit à ce récit et qu'on accepte et que le lecteur accepte de se laisser entraîner. Mais donc on imagine le temps pour arriver à tout ça. On reparlera peut-être un peu plus tard le temps de gestation et de création de cet album. Mais bon, déjà, on voit un petit peu le degré de détail. Et ça, sur 160 pages. Donc déjà, bravo. Déjà, bravo avant toute chose. Et alors, il y a l'autre fil rouge, fil conducteur de ce récit, c'est aussi Pablos qui essaye de trouver l'Eldorado en Amérique latine, essaye aussi par la même occasion de s'élever dans la société, mais une société qui est très cloisonnée, société d'Ancien Régime qui est très cloisonnée, avec l'aristocratie d'un côté et le reste de la population de l'autre. Ça a été aussi... Don Pablos, c'est un pied de nez à cette société société figée plutôt de l'époque. Dans le roman de Quevedo, déjà, Pablos essaie de se hisser, de devenir noble, de changer de catégorie sociale. Mais effectivement, la société n'est pas du tout mobile. Mais on peut pas changer de caste comme ça. Et dans l'album, c'est pareil. Pablos essaye désespérément de se hisser, mais il n'y arrive jamais. Il y a toujours quelque chose qui l'en empêche et il redescend toujours plus bas dans le caniveau. Mais il est opiniâtre et rusé. Oui, il a différentes façons de revenir. Il sort par la porte, il revient par la fenêtre. Et on voit là, alors on ne va pas rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas lu, mais qu'on peut acheter aussi ces titres de noblesse. Donc c'est aussi un moyen de monter dans l'échelle sociale, comme on disait, la fortune et
monter dans l'échelle sociale, c'est lié. L'Espagne de l'époque, c'était un petit peu particulier par rapport à d'autres monarchies européennes. Il y avait encore la noblesse guerrière était encore très, très prépondérante. Tu m'arrêtes si je dis... je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si vous pouvez acheter un titre de noblesse en pas. Espagne à l'époque. Mais si c'est une licence narrative qui n'a absolument aucune importance. De toute façon, voilà. Ça passe dans le récit. Voilà, et c'est pas incroyable, même si c'était pas... Si ça se faisait pas ou c'était pas légal, sans doute il n'était pas impossible de falsifier des papiers, moins, de toute façon, en corrompant des fonctionnaires. Et c'est sûr que c'était jouable, surtout quand on avait une masse d'argent incalculable. Alors, l'album a permis aussi d'aborder d'autres thèmes plus actuels ou qui entrent en résonance avec l'actualité. On peut parler, par exemple, la critique du colonialisme et le pillage des ressources à l'époque, le massacre des autochtones, l'esclavage, la responsabilité de l'Église catholique. C'est peut-être aussi ça qui donne la saveur à l'album, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui font écho à ce qu'on peut penser aujourd'hui. C'est pas un livre à thèse, c'est pas un livre historique, mais cette fiction a pour cadre une période historique qui était particulièrement mouvementée et particulièrement cruelle. Et effectivement, Pablos va être confronté à diverses tragédies humaines sur son parcours. Et c'est une période où la conquête du Nouveau Monde, évidemment, se faisait de manière très sanglante, mais même en Europe, il y avait très peu de valeur accordée à la vie humaine. Et il y avait vraiment une notion de... J'avais lu les mémoires du capitaine Alonso de Contreras, qui est un aventurier de l'époque, qui raconte ses aventures de manière très directe. Les gars s'embrochaient pour un oui, pour un non, quoi. Ils tiraient l'épée ou la dague et s'embrochaient... Et il y avait vraiment et notamment quand on était en bas de l'échelle sociale, il y avait vraiment une notion de vie qui ne valait rien. Et évidemment, Pablos, en partant pour le Nouveau Monde, se retrouve du côté des colons. Donc là, c'est une forme d'anoblissement pour lui, puisque finalement, même s'il est un gueux, il fait partie quand même des colons. Mais son infortune va le rattraper, et finalement, malgré son statut a priori privilégié par rapport aux autochtones, il va finir par redégringoler encore au plus bas de l'échelle sociale. Alors, il faut évidemment parler de la construction du récit, parce que là, vous utilisez toutes les techniques à votre disposition pour raconter une histoire. Alors, on peut citer récit enchâssé, ellipse, flashback, fausse piste, arrêt sur image, dialogue enchaîné sur 2 scènes distinctes. Enfin, il y a vraiment toutes les techniques du 9e art. Et en plus, arrivé à la fin de l'album, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça donne envie de le relire, parce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas compris tout de suite, et puis peut-être qu'on veut relire des choses parce que, ah bon ? Enfin bon, c'est assez diabolique, il faut le dire. Vous n'aviez jamais été aussi loin dans toutes ces techniques, parce que vous êtes coutumier du fait de mettre des fausses pistes, des choses comme ça. Mais là c'est un summum, là. Il y a un moment de l'écriture du scénario où je me suis peut-être un peu laissé griser par la mécanique et l'horlogerie, et ça avait donné un résultat un peu stérile, un peu froid. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'engrenages, de rouages très précis qui fonctionnaient, mais ça manquait d'humanité, ça manquait de chair et de vie. Et dans les échanges avec Juan Rose, c'était apparu aussi qu'il y avait quelque chose d'insatisfaisant. Et puis finalement, j'ai retravaillé après pour remettre de l'humain sur toute cette mécanique. On m'a posé la question à propos de ça. Moi, je suis de l'autre côté de la création, et ma vision de la chose est un petit peu différente. Disons qu'Alain a construit une machine de narrative, une mécanique qui est parfaitement huilée, de précision, qui marchait très bien, mais qui manquait narrativement, parce que c'est pas une machine, c'est pas un objet, c'est une narration, et c'est pas que ça manquait de vie, ça manquait de fluidité, à mon avis, à un moment donné. Mais c'était parce que on avait repris l'histoire par morceaux, finalement, et on avait refait, ajusté des choses, de façon à ce que ça devienne une sorte de patchwork où il y avait des moments d'inconnexion, qui, malgré tout, c'était une histoire qui tenait parfaitement la route, mais ça manquait quelque chose. C'est là où Alain parle, ça manquait de chair ou d'humanité. Moi, je pensais que c'était une certaine fluidité.
Et je ne sais plus si ouais, on en avait parlé. Et voilà, et à ce moment-là, je me suis dit, ça me manque un petit peu quelque chose, c'est juste un petit peu dommage. À ce moment-là, Alain me dit, pour me rassurer, bon, là, on a le truc, c'est un peu, voilà, c'est encore un peu ankylosé, mais on va voilà, je veux faire je veux donner faire un dernier passage pour remettre tout ça en forme. Et voilà, et immédiatement, quand il m'a passé la version suivante des scénarios, je me dis, mais c'est magique, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. C'était, voilà, le doute que j'avais, c'était sans compter sur voilà, la maîtrise du métier de M. Hérol. Et franchement, voilà, j'étais sidéré et séduit immédiatement. L'instant de doute que j'avais eu est parti complètement. Je suis parti tête la première dans le bouquin, le découpage, le dessin et tout. Cette mécanique, elle est dans le récit, dans le texte et dans le scénario à proprement parler, mais elle est aussi dans le découpage et dans le storyboard et dans l'agencement des vignettes et dans jusqu'à la composition de certaines vignettes. Donc il a eu aussi sa part de mécanique complexe à gérer. Oui, le dessinateur a un rôle aussi à jouer là-dedans. Et là, vraiment, les fausses pistes pullulent. Si vous n'aimez pas ça, je pense qu'il ne faut pas lire l'album, mais si vous aimez, alors là, vous allez être gâtés. Ça fait penser à des films comme Usual Suspects ou Fight Club. Attention, alerte. Alors, est-ce que vous avez des inspirations ? Est-ce que vous avez eu des inspirations pour ce genre de fausses pistes où on croit un truc et puis en fait c'est pas vrai, et puis si, et puis non, et puis... On a des inspirations cinématographiques et aussi dans la masse de choses qui nous ont inspirés. Et après, je ne veux pas trop m'étendre sur ces histoires de mensonges et de bobards parce que ça déflore un petit peu. Déjà. Oui. En tout cas, disons que c'est un livre qui est un épais tissu de mensonges, en fait. Et d'ailleurs, comment vous avez abordé ce travail, qui n'est pas une adaptation, parce que vous ne faites pas l'adaptation d'El Buscón, mais il faut vous fondre quand même dans un ton, qui ressemble quand même à celui de Garulfo, celui de Capet de Croo, qui n'est pas si éloigné que ça. Comment vous avez abordé la chose pour partir dans le scénario? Pour le type d'écriture, par exemple, c'est des dialogues empoulés, un petit peu empoulés, qui sonnent XVIIe siècle, mais c'est pas le même XVIIe siècle que dans de Capet de Croo, où là on avait vraiment une langue qui est à l'imitation de Molière, un petit peu, et de la langue du grand siècle, mais en côté français. Là, pour cette histoire-là, j'ai essayé de respecter le style de Quevedo, qui était la figure de proue d'un mouvement littéraire de l'époque, un mouvement baroque qui s'appelait le conceptisme, qui était une écriture précieuse qui faisait un usage abondant de double sens, de sens cachés, d'images, et tout ça au service du fond. Oui, c'est un baroque qui n'est pas baroque dans la forme, dans la fioriture du langage, les métaphores et tout ça. Là, il y a des métaphores évidemment, mais il y a essentiellement des doubles sens, des références culturelles, des choses. Il vous dit un truc, vous le comprenez pas, vous allez dans les notes, effectivement, ça vous explique que c'est une référence au fait je sais pas, aux fruits qu'on jetait aux condamnés par l'Inquisition, à la telle fête où on emplumait, je sais pas qui. Toujours plein d'images comme ça, et donc moi j'ai essayé de respecter ça. Au début, je m'étais dit de temps en temps je vais saupoudrer de quelques tournures conceptistes l'histoire, les dialogues, pour faire un petit parfum espagnol du siècle d'or. Et en fait, je me suis pris au jeu et j'en ai mis de plus en plus. Et du coup, j'ai écrit quasiment tous les dialogues comme ça. Et à l'arrivée, on a quand même des tournures assez complexes. Et quand Juanro a lu le texte, il était ennuyé parce que lui, il lui tenait à cœur, parce que Juanro est espagnol, et ce livre parle d'un classique de la littérature espagnole, et il avait à cœur que la version espagnole soit fidèle aux tournures de l'époque aussi. Et les bandes dessinées sont parfois pas toujours traduites avec le plus grand soin, et donc il a décidé d'en reprendre lui-même la traduction, la version espagnole du bouquin.
c'était pas facile. C'était pas facile. Finalement, j'ai fait une sorte de pastiche. Je ne sais pas si vous avez une œuvre de référence comme nous on l'a. Nous, on a une pièce de théâtre des années 1930 qui s'appelle La Venganza de Don Mendo, la vengeance de Don Mendo, qui est un pastiche total d'une histoire voilà, du 15e siècle, oui, presque médiéval, ouais, plutôt médiéval, et avec un langage qui est un faux castillan ancien, mais justement où les tournures un peu étranges et décalées du castillan ancien sont utilisées de façon humoristique, et c'est drôlissime. Et finalement, c'est un peu ça que j'ai fait, parce que voilà, je ne pouvais pas faire autrement, mais bon, quand même, je me suis documenté aussi sur La Salilla de Tormes, que ce soit Le Quichotte ou El Buscón. J'ai compilé pas mal d'expressions, d'usages différents des mots à l'époque. C'est génial, le mot industrie, comment il est différent à l'époque. Voilà, c'est pas l'industrie comme on l'entend nous depuis la révolution industrielle. L'industrie, c'était d'un côté le travail et d'un autre côté aussi le fait de faire quelque chose exprès. Le fait de la préméditation, c'était l'industrie. Donc, et tout ça m'a permis d'enrichir quand même la traduction. Mais bien plus important, la traduction, c'est vraiment le texte original. Et je tiens à raconter la petite anecdote. Bien avant, quand j'étais encore au stade de découpage, mes parents, j'ai voulu lire l'histoire à mes parents, j'avais tout le découpage, mais le texte en français. Et du coup, j'ai pris de l'ordre de 4 heures à raconter l'histoire à mes parents en passant les feuilles du storyboard et en traduisant en temps réel les dialogues de Pavlos et expliquant l'histoire. Et à un moment, et mes parents sont les deux instits, ils ont été profs de langue et littérature, c'est des gens cultivés, c'est des gens lettrés. Et ma mère me dit, mais purée, c'est quévedesque, c'est vraiment quévedesque, ça l'a surpris. Et moi, et quand je l'ai raconté à Alain, il a sauté au plafond. C'était la réflexion des gens qui voyaient, qu'un Français avait capté parfaitement l'essence du style de Quevedo. Et dans cette traduction, Juanro a réussi son coup, puisque on est allé faire une tournée de dédicaces en Espagne, et sa traduction a été saluée. Donc maintenant, si le jour où il a envie d'arrêter de dessiner, de se reconvertir... Voilà, une nouvelle carrière. Bah oui, je pense que ça gênera personne si vous arrêtez de dessiner, bien sûr. Et donc la boucle est bouclée, un roman espagnol continué en français, traduit en espagnol à la manière de la... Oui, du coup c'est la VO en fait, sa traduction c'est la VO du bouquin. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors justement, on va passer, maintenant qu'on a vu que la construction du récit et la langue savoureuse valait le coup, rien que pour ça, de le lire, on va passer au dessin, parce qu'évidemment, c'est un tout. Le dessin, je ne sais pas si quelqu'un ne sait pas que Juanro est le dessinateur de la série Black Sad. On reconnaît la patte. On reconnaît la patte Guarnido dans le dessin, mais c'est différent. Est-ce que vous, pour cet album-là, vous avez essayé des choses nouvelles? Vous avez expérimenté des choses par rapport à Black Sad, outre le fait de dessiner des hommes? Beaucoup de choses. Déjà, dans Black Sad, il n'y avait pas, pendant 4 tomes, il n'y a pas du tout eu de paysages. Dans le 4e, il y avait quelques paysages. J'ai essayé de me préparer un petit peu, mais voilà, je me suis un peu vautré. Et les paysages sont très moches dans le 4e Black Sad, à quelques exceptions où ils sont passables, mais il y en a des paysages qui sont carrément ratés. Pour celui-là, j'ai voulu me préparer un petit peu plus. J'ai fait de l'aquarelle en extérieur. Je suis parti quelques fois avec mon pote Jean-Paul Krasinski faire des aquarelles de rue. Lui, c'est un maître. Donc à chaque fois, je rentrais déprimé à la maison, parce que vraiment, c'est fabuleux ce qu'il fait, avec des aquarelles de rue, des rues de Paris, autour de la gare de Lyon. Et voilà, j'ai essayé. Il y a beaucoup plus d'espace ouvert que dans Black Sad. Le fait que ce soit des personnages humains, c'est vraiment un détail. Je peux vous dire que c'est plus facile de réussir les expressions et les nuances des expressions faciales chez les animaux que chez les humains, parce que chez les animaux, on triche tout le temps, et chez les humains, on ne peut pas trop tricher. Après, voilà, il y avait une grande difficulté avec tous les... Comme vous voyez, dans chaque page, quasiment, il y a plusieurs ambiances, couleurs différentes. Donc, c'était... il y avait toutes ces difficultés pour l'enchaînement des palettes de couleurs, pour
les recherches. Parce que vous faites aussi la couleur. Gamme. Oui, bien sûr. Entre parenthèses, vous faites aussi la couleur. C'est la couleur qui détermine finalement. Pour moi, la page sans couleur n'est pas finie. Et par rapport à Black Sad, je voulais changer de style. De technique. J'ai pas changé de style. Pour moi, c'est le même style que Black Sad. C'est semi-réaliste, comme on dit. C'est réaliste avec quelques touches de caricature, selon les moments et selon les personnages aussi, selon les situations. Mais oh là là, j'ai un blanc, pardon. Et ben alors j'enchaîne. Non, c'est ça. Non, c'est bon. C'est ça. Oui. Donc la technique que j'ai utilisée est un peu différente parce qu'il n'y a pas d'ancrage. C'est du crayonné. Un crayonné poussé est fait sur une surface en polyester qui est très lisse. Et du coup, ça vous permet beaucoup de subtilité. Ça, c'est scanné et imprimé sur un papier aquarelle. Et après, voilà, ce que vous voyez, c'est exactement ce qu'il y a sur l'original. Le trait est en partie, enfin, je veux dire, le trait est une reproduction en principe du crayonné, la couleur est originale, mais sur une bonne partie des traits principaux et sur les surfaces noires, je repasse sur les traits à l'aquarelle noire, pas à l'encre. Je me suis rendu compte après quelques essais que l'aquarelle noire est plus maniable quand vous avez déjà votre couleur d'aquarelle posée sur le papier. Donc du coup, ça rehaussait, ça ajoute la dernière note de contraste et ça vous crée des effets de profondeur qui sont incroyables. Ça, c'est une technique, à la base, c'est à peu près la technique qu'avait utilisée Didier Cassegrain sur son premier Tao Bang. Et j'ai récupéré cette technique et voilà, je peux dire que c'est pas que j'ai amélioré la technique, mais si quand même, parce que lui, il faisait son trait au bic. Et le bic noir, 20 ans après, je ne veux pas imaginer ce que ça donne maintenant sur l'original, parce que c'est une encre d'une qualité infime. Au moins, voilà, moi, je m'assure que les originaux résistent au passage du temps. Et les originaux, ils font quel format ? Je ne sais pas vous dire. À peu Presque près 40 par 50. Ils sont assez grands. Ouais. Ils sont plus grands que ceux de Black Sad. D'accord. Et alors, dans le dessin, alors vous parliez des personnages, il y a une galerie de personnages de trogne absolument incroyable. Comment vous avez regardé autour de vous ? J'ai même dans mon dans mon ordi, dans toute la section de doc, j'ai un dossier qui s'appelle Mec Moche. Et il y a essentiellement de footballeurs dedans. Des noms, non, pas de noms. Non, vous tapez type moche sur on aura Google les noms. Images et il y a Ribéry et compagnie qui apparaissent tout de suite. Tu te dis, oh là là, quel bonheur. Voilà. Donc on peut reconnaître des joueurs de foot dans le... Non. C'est juste des références. Après, c'est pas un type que vous allez... reproduire exactement. Mais simplement, trouver des choses, des idées. Vous passez une trentaine de photos de types et puis voilà, il y a quelque chose qui forme du visage. Il y en avait un avec un nez comme ça, mais qui était gros, et puis l'autre, je sais pas quoi, où il était mal rasé. Ça vous donne des idées. Par contre, ce qu'il y a, c'est une petite dizaine d'acteurs espagnols des films des années 60 qui ont bercé mon enfance. Dans les années 70, justement, c'était des acteurs de films noir et blanc, films familiaux qui sont devenus très attachants à nos yeux. Et du coup, j'ai voulu leur rendre hommage et rendre hommage aussi à Astérix indirectement parce que c'est quelque chose que Uderzo faisait très souvent et avec beaucoup de fortune. Oui, de représenter des personnages... Des personnages de la télé, Guy Lux, Pierre Tchernia. Tchernia. Et alors, peut-être, juste en passant, depuis longtemps, vous êtes catalogué dessinateur animalier, anthropomorphe, Black Sad. Ouais, j'espère que c'est fini. Ça fait du bien de pouvoir montrer que voilà, on décoller l'étiquette. C'était quelque chose d'important aussi. Oui, pour moi c'était important parce que même le tome de Voyageurs que j'ai dessiné, il n'est pas très bien dessiné. J'en suis pas très content, mais des personnes m'ont fait des réflexions. Ouais, il y a des personnages, un côté animal. Et je dis, chier quoi. Je sais aussi dessiner les humains, ça va quoi. Non, mais c'est là, je crois que c'est bon. Je crois que les non-initiés ont compris. Alors,
toujours en parlant du dessin, quand vous voyez arriver les pages dessinées d'après votre scénario, ça doit être des claques à toutes les pages. Moi, surtout l'impression forte que j'avais, c'est que souvent, quand j'arrivais chez Juanro, je voyais les originaux. Certaines pages, je les avais vues, j'avais vu des scans qu'il m'avait envoyés. Mais j'arrivais chez lui et je voyais 10, 20 originaux d'un coup. Et c'est assez violent, en fait, comme impression. Parce qu'il y a ce niveau de qualité qui est incroyable, ce niveau de précision, de richesse, mais sans jamais non plus saturer. C'est vraiment des pages d'une très grande qualité, mais avec la quantité, ça donne quelque chose d'assez monstrueux, en fait. On a l'impression d'être un petit peu acculé dans les cordes par Mike Tyson quand on voit une page. Bah même à la lecture de l'album, c'est vrai qu'on est accroché dès le départ, et le dessin... Il s'est mis lui-même dans la merde, hein, en fait. Il a commencé à avoir un très haut degré d'exigence sur les premières pages, et après il a fallu qu'il tienne pendant 145 pages. Mais il a réussi à tenir. Il n'y a eu aucune baisse de régime sur la totalité de l'album. Ça a juste pris un peu plus de temps. Oui, parce qu'effectivement, si cet album est fait en 3 semaines, effectivement, on peut dire, bah voilà, il n'y a pas de perte de qualité, mais ça n'a pas été fait tout à fait en 3 semaines. Trondheim l'aurait fait en 3 semaines. Peut-être dans un autre style, mais combien de temps ça vous a pris au total? Allez, au total, depuis la première écriture de scénario jusqu'à la dernière page. Les premières notes ont été prises il y a 10 ans. Donc on est quand même un peu dans le temps long. Et du moment où on a commencé à faire le storyboard, pour moi, c'était 3 ans et demi de travail constant. Et au départ, j'ai lu que le nombre de pages a augmenté au fil du temps, et ce qui a rajouté encore un peu plus. Au départ, ça devait être un one-shot de 90 pages, et j'ai commencé à écrire le scénario. Je me suis aperçu qu'il y avait plein de pistes intéressantes à explorer. Le récit a changé de structure, de forme au fur et à mesure, et puis ça s'est étoffé. Les pages se sont ajoutées aux pages. Ça a fini par dépasser 100, puis je suis arrivé à 120 pages de scénario, et là, Guy Delcourt... c'est à ce moment-là qu'il a eu un infarctus. Il a eu son premier infarctus. Ouais. Et il nous a proposé de faire 2 albums, en fait, puisqu'en plus, il y avait... Sur son lit d'hôpital. Sur son lit d'hôpital, voilà. 2 tomes, allez les gars. Et devant les courbes presque plates de l'électrocardiogramme, on lui a dit non. Il faut faire un seul album, parce que l'histoire ne tiendrait pas en 2. C'est pas possible. Oui, il y a un chapitre qui se termine à peu près à la moitié, mais c'est pas possible. Ça ne fonctionnerait pas. C'est une histoire qui fonctionne comme un tout et qui doit être lue, et toujours dans cet esprit d'immersion et de voyage et de plongée dedans. Ça ne pouvait pas fonctionner en deux volumes. Et donc Guy a joué le jeu et a dit ok, on y va. Il nous a suivis. Et c'est là qu'est intervenu le deuxième infarctus. C'est quand Juanro a commencé le dessin. Parce qu'évidemment, cette histoire qui faisait 120 pages, c'était bien, mais il y avait quand même certaines scènes qui étaient un petit peu étriquées. Certaines cases qui étaient des demi-pages, qui étaient prévues pour des demi-pages, sont devenues des pages entières, puis des doubles pages. Certaines scènes de bataille que j'avais imaginées en deux pages se sont développées sur 4 ou 5 pages, et à l'arrivée, on s'est retrouvé avec 145 planches de BD. Et c'est à ce moment-là que Guy Delcourt a pris un peu de recul par rapport aux éditions Delcourt. Voilà. C'est bizarre, il y a un parallèle. Mais pourquoi vous n'aviez pas travaillé avant, ensemble Pourquoi vous n'avez pas plus tôt? Parce qu'on ne se connaissait pas. Vous êtes rencontrés On s'est rencontrés ici. Ouais. Voilà, et après on s'est revus plus tard, on s'est liés d'amitié un peu plus tard, et voilà, c'est venu le moment naturellement. Donc voilà, on n'a pas forcé la machine, c'est bon, maintenant le livre est là. Je voulais ajouter que le fait de faire, pour nous, c'était une démarche d'intégrité artistique, on va dire, on voulait l'ouvrage en un seul tome, et a posteriori maintenant, parce qu'il ne faut pas dire qu'on l'avait même pas vu de loin. Je pense que le bouche à oreille formidable qui a existé depuis que ce livre est sorti, il est dû au fait que c'est un gros bouquin, une histoire autoconclusive, où les gens peuvent lire toute l'histoire, avoir l'expérience de lecture qu'ils nous ont transmis tant de fois, pour laquelle tant de fois ils nous ont remercié avec le grand sourire, avec un bonheur qui nous a complètement désarmés à chaque fois.
Et voilà. Et sans l'histoire complète, le succès du livre n'aurait pas existé. Je pense qu'il n'aurait pas existé. Oui, je suis assez d'accord. C'est un pari éditorial, mais ce n'était pas un pari artistique. Parce que... Non, artistiquement, ça se justifiait totalement. Et aussi pour cette ampleur romanesque qu'on voulait donner au récit, et qui fonctionne parce que c'est un épais one-shot. Bah alors, c'est peut-être le temps de se tourner vers le public. Si vous avez des questions à poser, il y en a encore quelques minutes pour en poser. Est-ce qu'il y en a une ici, déjà ? Bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une question. Désolé, ça ne va pas être sur les Indes-Fourmes, mais c'est pour Monsieur Guarnido. C'était pour demander s'il y avait... Oui, s'il y avait le retour de quelqu'un qui, je pense, n'est pas que cher à moi dans cette salle. Est-ce que le retour d'un certain John Blacksad est prévu pour les années qui arrivent ? Évidemment, je suis dessus. Je suis dessus. Voilà, le scénario des tomes 6 et 7 qui constitueront un diptyque est fait, le découpage du tome 6 est fait, et les premières planches du tome 6 sont en chantier. Vous me voyez ravi et ému. Merci beaucoup. Mais ce ne sont plus des animaux. Voilà, c'est ça qui change maintenant. C'est que... J'en ai trop dit, peut-être. Oui, Blacksad à la tête d'Idriss Elba, maintenant. Oui, une question là-bas. Bonjour. La question, c'était sur les formats que le scénariste envoie au dessinateur. C'est sous quelle forme, en fait ? Alors, c'est case par case ou c'est plus cinématographique avec une narration simple ? J'ai l'habitude de travailler, pour les scénarios des autres séries, j'ai l'habitude de travailler avec un storyboard. Je réalise un storyboard que je fournis au dessinateur. Et là, j'avais proposé à Juan Cros de travailler comme ça au début, mais il m'avait mis en garde, il ne voulait pas quelque chose de trop poussé, donc j'ai fait un storyboard patatoïde que j'ai essayé de simplifier à l'extrême. Mais même ça lui convenait pas parce qu'il avait vraiment envie de garder la main sur la narration. C'est une partie du travail qui lui plaît, dans laquelle il excelle. Et donc, du coup, après beaucoup de tâtonnements, on a fini par trouver une méthode de travail qui n'était ni la sienne ni la mienne, mais quelque chose d'hybride, à savoir que je lui fournissais du texte pur, mais qu'en revanche, j'avais un droit de regard sur son découpage. Ensuite. Et donc il y a eu beaucoup d'échanges comme ça à tous les niveaux de l'histoire. Et à ce niveau, c'est vrai que moi, je n'avais pas l'habitude que le scénariste intervienne dans le découpage, mais parce qu'avec Juan Diaz, il m'envoie le scénario écrit et je fais le découpage à mon aise et il me pose peu ou peu de problèmes. Et avec Alain, c'était beaucoup d'interventions. Il était sévère et il était... Mais juste. Voilà. Mais juste à chaque fois, effectivement, à chaque fois, c'était pour des améliorations. Et même si au début, sur certains aspects, j'ai pu avoir un petit peu de réticence. Ah, mais non, cette idée est bien, pourquoi la changer? Mais non. Mais immédiatement, je me suis rendu compte que tout venait, tout était pertinent et tout allait contribuer à améliorer le récit, à avoir un BD encore bien plus de qualité. Donc à chaque fois, c'était pertinent, c'était riche, ça fonctionnait, ça rendait le récit plus fluide, plus intéressant. Et comme ça, on a travaillé toute la production. Moi, c'était sur les Ménines, du coup. Votre rapport avec le tableau de Velázquez, il est énorme dans le bouquin. Et du coup, la couverture, c'était histoire d'être Velázquez ou comment ça s'est passé, votre rapport avec Velázquez sur le projet? Déjà, n'est pas Velázquez qui veut. Tom Mundy et votre couverture est dans le pur style de Velázquez. Ça me fait doucement rigoler. C'est une toile à l'huile et qui a bénéficié de l'enseignement et des savants conseils d'Alexandre Alice, qui est un formidable peintre et portraitiste. Le Château des Étoiles. En plus d'être un extraordinaire auteur de bande dessinée, auteur complet aussi. Mais voilà, il fallait une toile dans l'esprit de ce siècle-là. C'est une toile qui pourrait être une toile
d'un peintre très médiocre de l'époque. Mais elle accomplit sa fonction, c'est de représenter le personnage comme on le voulait, vraiment dans une esthétique qui situe parfaitement le siècle, très rapidement, même si on ne sait pas dire c'est 16e, 17e, on ne sait pas, mais voilà, c'est l'Espagne baroque, c'est vraiment là. Et faire un vrai portrait du personnage qui est un fourbe, qui est un gueux, qui est mal rasé, les cheveux en pétard et qui a un regard assez peu rassurant, mais qui est habillé en noble. Qu'est-ce que c'est que ce type? Mais il a l'air sympa quand même. Oui, quand même sympa. Pas rassurant, comme je veux dire. Il a un regard narquois, quoi. Il n'a pas un regard neutre comme souvent dans les portraits d'époque. Sauf que Velázquez, justement, lui aussi, il a su soutirer à ses modèles des regards inoubliables dans plein de sens, que ce soit les nains de la cour d'Espagne, d'autres bouffons, ou même le pape quand il est allé faire son portrait, et le pape a vu le portrait, il a dit trop povero. Et alors là, on reconnaît quel joueur de foot? Non, c'est comment vous avez fait le visage? Le design est venu après énormément de recherches, et à un moment donné, voilà, il est apparu quasiment seul. Moi, j'étais dans... Je pense que je me suis laissé aller et je l'ai vu, hop, mais dis donc, j'ai fini le dessin sans me rendre compte. Et j'avais échappé à mes automatismes sans le vouloir. Ou peut-être que j'ai essayé de faire un truc différent, mais j'ai obtenu un dessin où il n'y avait pas mes tics de dessin et de design de personnage. C'est pour ça que je l'ai aimé tout de suite. Oui. Vous plaisantez ou quoi? Juste, oui, s'il vous plaît. Voilà, c'est une question qui est autant pour le scénariste que le dessinateur. Donc, vous parlez effectivement d'une dizaine d'années pour créer ça, plus de 3 ans et demi pour le réaliser. Est-ce qu'une fois que la dernière case a été réalisée, on ne tombe pas dans un espèce de vide, dans un Handful blues qui fait que d'un seul coup, on s'est tellement investi pendant des années que ça paraît bizarre après quand tout est terminé? Oui, ça arrive avec tous les albums. Celui-là, en plus, il y avait ce danger-là, et moi, je craignais aussi un burn-out parce que je me suis tellement investi. Mais non, parce que j'ai pas eu le temps. Immédiatement, il fallait faire la couverture du tirage de tête, et puis la couverture de l'autre tirage de tête, et l'ex-libris pour les 2 tirages de tête, et s'occuper de la maquette, et surveiller la traduction espagnole, et surveiller l'édition espagnole, et parler avec... Donc voilà, ça a été impossible de s'octroyer quelques jours de Handful Blues. Et voilà. Sachant que c'est vrai que ça arrive souvent pour les albums, mais ça arrive particulièrement pour les séries. Les fins de séries sont assez terribles. Bonjour. Je me suis réveillé matinalement pour lire une première moitié de la BD ce matin. Là, je n'ai pas encore terminé. Je ne vois pas où vous êtes, pardon. Ah oui, pardon, c'est moi. D'accord. Alain, j'ai une question. Vous avez parlé, donc, Juanjo et vous, Alain, avez parlé du discours qui était un peu moins précieux. Est-ce que quand même, j'ai l'impression que vous êtes moins amusé quand même, où je suis arrivé dans la lecture, vous êtes moins amusé à versifier, à faire des alexandrins blancs ou à faire des octosyllabes blancs, mais j'en ai dégoté quelques-uns là dans les bulles qu'on a pu voir. Est-ce que c'est délibéré ou est-ce que c'est apparu, c'est un petit travers que vous avez façonné? Il n'y a pas vraiment de vers dans l'album, hein. Il n'y a pas de... Pourtant, effectivement, j'avais l'impression de voir... Mais il y a une musicalité. Par contre, de temps en temps, il y a des phrases qui ont une certaine musicalité. Après, moi, j'ai des années à écrire des alexandrins pour 2 capés de gros, ça finit par devenir un automatisme. Exactement. On finit par avoir cette musique dans la tête. Non, mais en tout cas, il n'y a pas de passage versifié. D'accord. Et sinon, j'avais une deuxième question. Bon, vous avez dit, vous êtes rencontrés ici même, il y a quelques années. Bon, je retourne un peu le couteau dans la plaie là-dessus, mais vous avez parlé... Juanjo, vous avez dit ne pas faire seulement dans l'animalier. Est-ce que le symbolisme phonistique qui vous est commun, à vous deux, ne vous a pas fait dire « Ah, ok, peut-être que Juanjo, peut-être que Alain a quelque chose qui me plaît dans sa manière d'aborder », puisque dans Black Sad, comme dans Garulfo ou dans De Capet de Croc, le symbolisme phonistique est hyper puissant et on en retrouve des pépites, je trouve, dans les Indes fourbes de ce que j'ai commencé à lire là ce matin.
Vous pouvez répéter la question? Alors, le symbolisme. Le symbolisme quoi? Chez Alain, en tout cas, je le vois énormément, mais dans c'est le deuxième mot que je n'ai pas compris. Phonistique. C'était pour ne pas utiliser animalier encore, mais les animaux, l'usage de l'animal pour faire passer du symbolisme quand on parle des puissants, parce qu'il est souvent question de jeu de pouvoir, d'influence et de domination dans vos œuvres antérieures, que ce soit Garulfo, de Capet de Croc et Black Sad. Oui. Et dès les premiers tomes, on voit un symbolisme très fort. Ce symbolisme, c'est celui de la fable, en fait. Souvent, l'animal sur Black Sad, c'est pareil. Voilà, sur Black Sad, c'est pareil. Ça permet de typer des travers ou des traits humains en les incarnant dans un animal. Et dans les Indes de Fourbe, il y a une présence d'animaux assez dense quand même. Il y a des chiens, il y a beaucoup de chiens, beaucoup de cochons d'Inde aussi. Et ça, c'est... Mais il n'y a pas vraiment cette utilisation de la symbolique ou de la fable. Elle n'est pas vraiment utilisée. On est dans autre chose, en fait, dans notre registre. On ne voulait pas partir sur... C'était un des rares points sur lesquels on était d'accord. On ne voulait pas partir sur de l'animalier. On faisait déjà de l'animalier de notre côté chacun. Moi, j'étais plus partant pour faire quelque chose dans la lignée des 7 missionnaires. Justement, des personnes, parce que ce bouquin, j'adore. Le dessin de Crichton y est époustouflant et l'histoire me parlait. J'aurais voulu aussi faire un truc du style de Capet de Croc, évidemment, mais je pensais que c'était pas la peine d'insister sur de l'animalier. Et en plus, un point où peut-être certains nous auraient attendu sur de l'animalier, voilà, c'était pas la peine. C'était pas la peine. Alors peut-être une dernière question, mais il y a beaucoup de bras qui se lèvent. Monsieur qui a le micro, voilà. Bonjour, déjà c'est un immense honneur. Fort de votre collaboration et du succès de ce volume exceptionnel, est-ce que ça vous donne envie de repartir sur notre projet commun tous les deux? Oui. Voilà. Quand la réponse est plus courte que la question, c'est là qu'on est mal. Voilà, vous pouvez vivre parfois ce qu'on vit. Mais vous avez déjà réfléchi à quelque chose ou c'est juste vous avez l'envie de continuer? Oui, on a des pistes déjà. Mais alors il y a un planning. Je ne sais pas dans quoi on va s'embarquer encore, mais je sens que ça va être... ça va être au long cours. Un gros morceau encore. Très bien, et sur cette bonne nouvelle, on va vous remercier d'être venu parler des Indes Fourbes avec nous pendant 1 heure. Et puis, merci. Merci à vous. Merci. Et pour ceux qui peuvent, demain après-midi, en début d'après-midi, il y a un concert dessiné de jazz avec Juanro qui dessine. Ça devrait être... mais bon, je pense que c'est complet déjà depuis longtemps, mais ça va swinguer. Ceux qui peuvent venir, n'hésitez pas. Merci.